Encore merci. Donc, Yann Guinard, moi, je suis le responsable de SDA, donc Smart Data Analytics, des expertises data de Inetom sur Paris. Je suis accompagné de Frédéric Cadet. Moi, je suis Frédéric Cadet, directeur conseil et Data Practice Leader Inetom à Lyon. Et moi, je suis Nida Nasri, je suis tech lead de SDA, Paris. Donc, on va essayer de vous parler de data mesh. Donc, vers une stratégie de data moderne, parce que, en fait, le data mesh est un objectif, c'est d'essayer de rendre la data plus flexible et facile à utiliser à peu près partout. Comment data quoi? Le truc derrière, c'est encore un vocable autour de la data. Il y en a beaucoup. Je ne parle pas de data vault, data mesh, data steward, etc. Donc, le data mesh, c'est possible, dans le sens où moi, je l'ai dit et je l'ai implémenté. Donc, faire des rex et vous parler un peu de comment ça marche en vrai. Donc, on va essayer d'avancer entre guillemets à travers tous les concepts, à la fois un peu théoriques. Donc, il va peut-être avoir un peu de redis pour ceux qui nous écoutent. Celle de ce matin. Il y en a une. Donc, ensuite, on va un peu plus rentrer dans la pratique. On va voir comment on peut l'implémenter, sur quel stack, etc. Qu'est-ce qu'il y a comme possibilité. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup. C'est encore quelque chose à construire. Et derrière, on va faire un peu, on va balayer tout ça. Exactement. Alors, vers une stratégie data moderne. Le data mesh, ça ne vient pas de nulle part. Il y avait un historique avant. Ça a commencé vers les années 80, grâce au fameux Bill et compagnie. Donc, on parle bien de l'entrepôt de données. Après, il y avait une transition sur les années 2000 vers le concept data lake. 2010, avec l'arrivée du cloud, ça a révolutionné les plateformes data. Un peu plus après, on est passé sur du data vault avec Nint, donc un concept intéressant qui fait intervenir l'ensemble des métiers ou le découpage métier au niveau de la philosophie de conception. Après, on est passé vers les années 2020 au Data Lakehouse qui fait le mixte. Et en 2021, on est vers une version ou des papers, on va dire, beaucoup plus matures sur du data mesh. Aujourd'hui, il y avait des symptômes d'échec qui ont été détectés, qui font que, voilà, on est sur des réflexions pour améliorer le vécu de l'ensemble des équipes et des pratiquants data, entre guillemets. Voilà, on est sur des technologies vraiment spécialisées. Parfois, on trouve une discontinuité et même on est face à des groupes de personnes qui sont déconnectées. Donc, on est sur une décomposition rigide qui résiste vraiment au changement et qui est hyper spécialisée. D'où les murs et les barrages qui vont être vraiment là pour empêcher les échanges fluides entre l'ensemble des équipes au sein de l'entreprise. Alors, au niveau des stratégies, des tendances, vous avez entendu parler du DevOps qui permet tout simplement d'améliorer la rapidité et la stabilité des développements avec les opérationnels directement et en mode agile, en continuité. Là, on se tourne maintenant vers le DataOps et le MLOps. Le DataOps et le MLOps, c'est tout simplement le DevOps de la data et de l'IA, décliné sur autre chose que le code en lui-même, évidemment, comme on peut le faire dans du DevOps traditionnel, mais avec les algos et les data et ces versionning pour permettre ce DataOps et ce MLOps sereinement. Au niveau des microservices, on a vu un passage d'une approche monolithique vers une architecture distribuée, justement pour amener des services, une fluidité de ces microservices. Et maintenant, on passe à une forte centralisation, une approche distribuée et décentralisée par le data mesh, une architecture scalable. Alors, data quoi donc? Data quoi? Data mesh. Oui. Voilà, alors ça sort d'où exactement? C'est arrivé par Zhamak Dehghani,
il y a maintenant 2 ans. Elle a sorti des articles scientifiques au niveau du Martin Fowler. Et elle a amené son approche justement data mesh, et c'est elle la créatrice, on peut dire, hein, de ce concept. C'est un changement vraiment de paradigme parce qu'on passe d'architecture monolithique à de la décentralisée distribuée. Et puis surtout, et c'est souvent le plus difficile, un changement organisationnel basé sur les domaines. Donc c'est des équipes data qui sont composées de producteurs et de consommateurs et qui interagissent avec une équipe dite centrale, une core team, business plus IT. N'oublions personne. Alors, dans les principes du data mesh, il y a d'abord le principe du domaine de données. L'objectif, c'est de rassembler la maîtrise des données opérationnelles et analytiques au sein d'un domaine pour une meilleure exploitation et que justement ce domaine, il y ait une gestion autonome de bout en bout du produit, du pipeline, de la gouvernance, de la qualité, enfin de l'ensemble du système qui amène ce domaine de la donnée. Je ne vous fais pas part de mon accent anglais, mais ça se dit comme ça, donc voilà. Les avantages, c'est que c'est proche des métiers et de la source des données. Ça amène une réduction des points d'étranglement, clairement, comme l'expliquait Nidal tout à l'heure. Là, on peut les désétrangler. Et une responsabilité et une indépendance, et toujours l'agilité et la scalabilité au niveau de ce domaine des données. Toujours sur le domaine des données, on passe donc en fait d'un principe de flux d'intégration de données à des données qui doivent être servies, utilisables au niveau de la source, un modèle complexe de l'ensemble de l'organisation vers une conception justement qui est orientée domaine, un point d'axe, ces domaines, plusieurs domaines avec une relation intentionnelle entre ces domaines, pour justement les mises en place des différents use cases beaucoup plus facilement par cette logique de domaine. On passe d'une source de vérité pour les données à un modèle de création et de récupération de la copie la plus fiable et la plus pertinente des données en fonction des use cases à ingérer. On passe d'une logique de pipeline d'intégration en priorité à une implémentation interne des domaines avec des limites et des contrats clairs qui permettent justement un bon partage simple et fluide de ces domaines de données. Et puis, on passe évidemment d'une architecture basée sur la techno, tout simplement, à une décomposition axée métier, axée sur les domaines. Très bien, du coup, pour le deuxième principe, c'est le fait d'introduire la notion de produit et de livraison de produits et de data produit. Qu'est-ce que c'est un produit réussi? C'est un produit qui donne de la valeur, qui est utilisable et réutilisable et qui a un rendu fiable et qui est déjà faisable. Donc, on parle d'un produit réussi qui permettra de renforcer vraiment la culture data au sein de l'organisme entier. Donc, on est sur des notions qui gravitent autour du data product ou du data produit. Il faut que ce dernier soit vraiment découvrable, compréhensible, aussi adressable, accessible, bien évidemment sécurisé. Il faut qu'il arrive à communiquer et à se connecter avec d'autres produits, d'où l'interopérabilité, la fiabilité, le point le plus important aussi, et n'oublions pas la valeur ajoutée de ce produit-là. Donc, cette notion va vraiment introduire une nouvelle vision de ce que c'est un produit et un nouveau rôle. La nouvelle vision, en fait, c'est une fonction entre l'infrastructure, les données et le code ensemble. Donc, c'est un tout. On ne parle pas de 3 axes dissociés. Donc, c'est un nouveau quantum architectural qui est né. Le nouveau rôle est tout simplement d'avoir un porteur de responsabilité sur la data au sein de l'équipe, et c'est le Data Product Owner. Il est fortement conseillé pour la personne qui a ce rôle au sein de l'entreprise de suivre les 2 KPI présentés qui sont vraiment les délais d'utilisation des données et en plus de ça, le niveau de satisfaction et de la croissance de l'utilisation des données au sein de l'organisme. Donc, la donnée passe
d'un actif, d'un sous-produit, à un produit valorisé. On est plutôt passé d'une culture qui estime que les datas sont les résultantes d'un calcul ou d'un ensemble de processus à un cumul ou un calcul d'une entité complète, et on parle bien évidemment d'une entité indépendante d'architecture. Donc, les principes de la plateforme libre service, l'objectif, c'est d'avoir plus d'autonomie pour les données, de fournir un niveau élevé d'abstraction et de la complexité technique. L'objectif, c'est de fournir quelque chose qui soit compréhensible par l'utilisateur, donc avoir quand même certaines couches sémantiques qui permettent d'utiliser facilement la donnée, d'avoir des modèles génériques pour assurer le stockage, le calcul, la traçabilité, la qualité et la sécurisation du partage des données. Ça veut dire que derrière, on a une implémentation à la fois technique, à la fois méthodologique et à la fois de conduire le changement, que tout le monde soit aligné, et l'infrastructure commune provisionnée et indépendante des domaines. C'est-à-dire que chaque domaine a sa capacité à faire ses propres analyses et à, entre guillemets, ne pâtit pas, entre guillemets, de l'activité de d'autres domaines. Ensuite, la mise en place d'un outil commun pour la partie data catalogue, parce qu'on verra que dans la partie data mesh, le catalogage des données est super important, à la fois pour faire connaître les données, mais aussi pour savoir les gérer, et mieux les gérer par rapport à des problématiques techniques, mais aussi sur la partie gouvernance, pour être capable à la fois permettre l'autorisation, la gestion de l'autorisation, la gestion des flux d'autorisation qui sont derrière, savoir qui est responsable de la donnée, les problématiques RGPD aussi derrière. Et donc l'objectif aussi, c'est de réduire le time to market. Pour l'histoire, c'est toujours d'être plus rapide, et le data mesh a l'avantage de, entre guillemets, permettre en local de faire beaucoup de choses, d'avoir quand même une zone centralisée, permettre quand même à l'entreprise de consolider tout ce que font les équipes locales. Une course d'apprentissage plus rapide, puisque vous avez une équipe locale qui travaille directement avec les métiers, là, il y a un avantage, entre guillemets, c'est que toute l'entreprise progresse au même rythme en fonction des données. Donc, ensuite, les nouveautés et les changements. Alors, je vais passer rapidement sur cette slide, parce que je vais revenir un peu plus en détail sur la technique. Mais globalement, en fait, l'idée derrière, c'est que ça va permettre de productiviser la data, ce que décrivait Nidal tout à l'heure, et de pouvoir fournir une nouvelle expérience à l'utilisateur. Et donc, avec des nouveaux produits, la capacité à s'interrompre et de fournir, entre guillemets, à la fois des plateformes, des protocoles, des spécialistes qui viennent des généralistes, parce qu'on va être capable de s'interfacer avec l'ensemble, et une approche mécanique et expérimentale, dans le sens où on va, au fur et à mesure, apprendre aussi. La mèche, c'est aussi une histoire où on va apprendre, mais l'équipe va progresser. Parce que les problématiques qu'on va retrouver en local vont devoir être gérées au niveau global, certains sujets qui sont entre guillemets qu'on n'a pas prévu. Donc il y a une vraie gouvernance à gérer et entre guillemets à construire en fonction de notre niveau de maturité. Et l'acculturation de l'entreprise en général, voilà, la culture de data. Donc, le principe des gouvernances fédérées, hein, c'est de trouver un équilibre entre l'autonomie, la capacité que les équipes locales vont construire, et ce qu'on va vouloir consolider au niveau global. Et donc, d'être à la fois de fournir, entre guillemets, le support infrastructure, technologique, sécurité, tout ce qui est pour la qualité, les modèles de schéma, parce que ça va introduire la notion d'avoir des modélisations de données locales et centrales qui s'accordent, qui soient capables de parler entre elles, pour avoir une interopérabilité. De gérer aussi tout ce qui va être l'exposition par les différents domaines, donc les problématiques d'habilitation, etc., entre les données locales, les ISO, et potentiellement aussi du data masking ou des problématiques RGPD, voire avoir des données potentiellement locales qui peuvent être des données personnelles, mais qui ne remontent pas au niveau global. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une meilleure compréhension des domaines et de leur périmètre, assurer le respect des bonnes pratiques et minimiser le plus possible le time to market. Donc, les principes de la gouvernance, on va y revenir, mais
l'idée, hein, c'est d'avoir derrière un système thinking, c'est-à-dire que le système apprend au fur et à mesure. Donc, c'est l'idée aussi d'avoir un feedback et d'introduire en fait une technologie qui par défaut est dynamique. On va avoir, si on a défini un socle technologique commun, des modèles communs, des normes communes, etc. On va peut-être devoir les faire évoluer en fonction de ce qui peut se passer. Mais ça, ce qu'on passe de façon fédérée. D'où l'importance de la fédération, de définir ce qui constitue la qualité de données, quel est le niveau minimum des données qu'on attend dans les données locales, mais aussi au niveau central, parce qu'on va consolider ce qui se passe en local, définir les aspects de sécurité et de mesurer le succès en fonction de la valeur de c'est d'avoir le ROI et de savoir comment comprendre qu'est-ce qu'on va apporter. Oui, donc peut-être c'est possible. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que le data mesh, en fait, ça reste très conceptuel. Ce qu'elle fait Mme Lagani, c'est qu'elle a conceptualisé quelque chose que certains faisaient déjà. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des clients qui avaient déjà mis en place une forme de data mesh. Ça va. Mais qui permet derrière de répondre à ces besoins. Et au fur et à mesure, ils ont construit, on a construit en avançant sur ces sujets-là. Donc, l'idée qu'on a derrière, c'est comment l'assurer. Il faut déléguer la responsabilité de même. Il ne faut pas avoir peur, entre guillemets, de déléguer. Définir un cadre, ce cadre entre guillemets, technologique, de modélisation, de nommage, de gouvernance. Et une fois que ce cadre est posé, entre guillemets, les domaines vont pouvoir travailler. Tout le monde soit d'accord sur la règle du jeu. On y respecte. Mieux vaut prévenir que guérir, dans le sens où il faut favoriser la surveillance, l'avantage des technologies, notamment cloud, permet de le faire plus facilement. Donc dès qu'il y a entre guillemets une dérive, on peut constater par rapport aux différentes normes qu'on a pu mettre en place, on peut le prévenir. Ne pas avoir peur du changement dans le sens où ça demande une évolution de l'organisation, souvent en interne, qui est importante, parce que ça fait changer entre guillemets un paradigme. Entre guillemets, les équipes data ont toujours tendance à être centralisées. Et là, on dit l'inverse, finalement. C'est-à-dire, on va prendre des équipes un peu plus locales et avoir un peu moins centrales. Ce qui n'était pas le périmètre jusqu'à encore très récemment. Donc, éviter les modèles rigides et uniques dans le sens où il faut s'intéresser, mettre en place des normes, etc. Mais derrière, on peut laisser quand même un peu de latitude. Derrière, il faut juste qu'on mesure son impact et qu'elle ne soit pas un problème pour l'interopérabilité. La volumétrie, c'est pas ce qui compte, c'est plus une problématique liée à votre organisation. Un data mesh se justifie beaucoup plus quand vous êtes dans une organisation qui est très étendue, dans le sens où j'ai beaucoup d'entités différentes, avec des petites équipes data, potentiellement dans chaque entité. Dans ces cas-là, ça marche très bien. Après, si vous êtes une grande entité avec beaucoup de domaines, ça peut marcher aussi. Parce que là, vous avez des équipes data ou des petits domaines, etc. Donc, ce n'est pas, entre guillemets, une science exacte, c'est aussi l'histoire d'implémentation et de comment vous accompagnez le changement et quels sont vos objectifs. Donc, l'objectif aussi, c'est d'assurer la conformité des produits de données aux standards définis. C'est-à-dire que quand on met un produit de données à disposition des autres, il faut qu'elle respecte les normes, que l'interopérabilité soit garantie. Donc, pour vous donner un petit ordre d'idée, on a participé à la mise en place de plusieurs databases d'envergure. Donc, dans une entreprise de 2000 entités qui sont intervenues à travers le monde dans le domaine industriel sur plus de 3 ans de projet. Ils ont mis un petit moment, c'était avant que le database soit entre guillemets conceptualisé. Ils ont commencé. Mais ce qui a été le point de départ, c'est la technologie cloud qui permet notamment d'avoir une vue centrale sur les comptes locaux. Et donc, ce principe qui permet justement d'avoir se faire une virtualisation d'un certain nombre de stockages cumulés, a lancé en fait le produit, enfin, lancé le concept de data mesh, ce qui l'a permis. En théorie, on pourrait le faire aussi sur du on-time. Ça a, à mon avis, moins de sens, mais c'est possible. Par contre, sur le cloud, ça a tout son intérêt.
du fait de la duplication, des problèmes de ressources, machines qui sont pas, entre guillemets, cannibalisées, etc. Le deuxième, c'est dans une entreprise de l'industrie et de la santé, avec plus de 100 entités à travers le monde et un peu plus de 2 ans de projet aussi. Donc, vous donner un peu les REX. Oui, non, je voulais juste dire un truc. Parce que... Vas-y. Non, c'est par rapport à ces tailles d'entreprise. Dans toute l'explication qu'on donne, il faut surtout se rappeler souvent que c'est l'identité de l'entreprise et la volonté des décideurs qui permet que ces projets aboutissent en 3 ans ou en 2 ans. On pourrait donner des exemples aussi où malheureusement, ce n'est pas la même échelle. Et souvent, ça vient de la volonté et de la compréhension des décideurs de l'importance d'un data mesh pour servir tous les use cases et toutes les propositions de valeur, les perspectives de différenciation que l'entreprise a dans sa stratégie d'entreprise. Mais c'est juste ça que je voulais dire. Je fais une grosse phrase, du coup, je suis désolé. Donc, dans le cadre de la mise en place il est nécessaire de définir l'organisation. Ça, c'est le must. De définir les standards. Le dommage, parmi tes données, c'est qu'est-ce qu'on met en termes de type de données, etc. Dans la temporalité. C'est-à-dire, est-ce qu'on met toujours le même type par exemple de date, dans un contexte international, etc. On met tous le même type de stockage de date, etc. Ensuite, toute la partie gouvernance de la donnée, donc responsabilité, sécurité, qualité, définir quels sont les rôles, qui sont en charge, etc. Et ensuite, conduire le changement, faire adhérer l'ensemble des équipes à ces principes. Et je dirais presque le plus important, c'est le dernier. Parce que si vous n'avez pas des équipes qui adhèrent au sujet, et qu'en local, ça ne prend pas, ça ne marchera jamais. L'objectif, c'est que tout le monde aille dans le même sens. Donc, la conduite du changement, l'implication de l'ensemble des équipes, pour que tout le monde soit convaincu que ça continue. Et il tire les bénéfices. Voilà. Donc, pour la gouvernance, il faut idéalement qu'elle soit collégiale. Donc, en intégrant les acteurs moteurs de différentes entités, afin de garantir à la fois une adhésion aux différents choix mis en place, à la fois avoir une remontée de difficultés en cas des cas complexes qui peuvent être rencontrés avec plusieurs, et devoir pouvoir les gérer collégialement, parce que quand on a plusieurs éléments qui vont avoir des difficultés peut-être différentes, il faut que la réponse reste commune, même si parfois ça peut avoir joué à devoir faire des contrôles. Ensuite, intégrer des indicateurs d'usage et des remontées des success stories. Parce que, l'air de rien, sur ce type de projet, on ne va pas mettre pas mal d'argent sur la table. Le ROI est important, alors le mesurer derrière, et donc de pouvoir dire comment on va pouvoir mesurer ces ROI. C'est pas. Et donc, voir les KPI qu'on va mettre. Donc, la définition des standards pour garantir l'interopérabilité dans les différents meshs, c'est une stack technique commune. Donc, la stack technique de base du stockage. Ouais. Donc, le stockage, du livre, la sécurité, la traçabilité des données, savoir comment on va pouvoir mettre en place les outils qui vont nous permettre de tracer et de pouvoir mesurer la sécurité et la traçabilité des données, et éventuellement leur qualité aussi. La gestion des métadonnées, donc comment on va gérer les métadonnées et comment on va gérer cette couche de data. La mise en place de la gouvernance, comment on va l'utiliser. Non, c'est bon. Parce que là, on va continuer sur la petite. Pardon. Bon. Vas-y, je te laisse. Donc ensuite, il y a la mise en place d'un rencontre d'habilitation pour les données. Parce qu'un des enjeux aussi, ça va être de dire comment je vais réussir à faire qu'une équipe locale peut donner accès à des données, à ces données aux autres, etc. Et donc de pouvoir gérer, entre guillemets, qui a le droit de voir quoi, etc. Et de mettre en place le process pour pouvoir le faire. Ensuite,
idéalement, pour les flux de données, avoir une certaine homogénéité. Ce n'est pas forcément obligatoire, mais c'est préférable parce que ça permet de mettre en place des patterns d'ingestion, etc., qui peuvent être mutualisés. Ensuite, définir des méthodes communes. Alors, la base, c'est la norme de nommage. Tout le monde donne des règles, ces data, des opérations, des fichiers, etc. Parce que sinon, c'est bordel. Ensuite, et ce n'est pas le moindre, c'est une norme de modélisation de données au sein du mesh. On se dit comment je modélise les données à l'intérieur du mesh quand je veux faire l'interopérabilité. C'est-à-dire que si je fais une modélisation, par exemple, type Kimball ou mode, comment je la mets en place, quelles normes je mets en place, etc. Où est-ce que je mets du data vault, etc. Donc ça, derrière, ça a quand même beaucoup d'implications et de nécessité de s'accorder pour que l'ensemble des meshs soit cohérent. Ensuite, je vais vous présenter l'exemple d'implémentation pour le stockage. Le cas entre guillemets, c'est plus simple, on va dire dans le mesh. Je ne sais pas comment faire en fait. Ah, si, j'ai réussi, j'ai trouvé. Désolé. Donc, la partie stockage, grosso modo, hein, on a des données qui vont produire des données avec des applications. Elles vont mettre à disposition de leur instance cloud directement sur leur application cloud dans un bucket S3, par exemple. Là, c'est une implémentation sur Amazon, c'est pas le même service, mais ça a une fonctionnalité. Je peux avoir un projet data local, donc mes utilisateurs ont fait des datasets particuliers pour pouvoir jouer avec, etc. Et par contre, ma BU A, ma BU B, et j'ai un data group qui a un compte AWS qui voit l'ensemble des datasets des différents groupes. Et je vais pouvoir aller avoir une reconstitution d'une vision globale et pouvoir combiner ces différents datasets, après, de plusieurs façons différentes, soit s'ils ont la même structure comme une seule table, soit s'ils n'ont pas la même structure, comment les interopérer entre eux, etc. Donc il y a quand même pas mal de petits sujets comme ça à gérer et qui vont dépendre de ce que vous avez fait comme choix sur la méthode. Et derrière, on a plusieurs façons d'implémenter le mesh. Il y a la partie, entre guillemets, le mesh plutôt lake. Ce que je fais, c'est grosso modo, je virtualise uniquement ma version de mon data lake, parce que je prends mes données brutes de l'ensemble de mes entités locales, je fais comme si j'avais un gros data lake avec mes données locales mélangées, et que je peux utiliser comme je veux. Après, il y a la version plutôt aggregated vault. Dans ce cas-là, on a tous une espèce de data lake qui est côté entité. Il y a un data warehouse qui a été fait au niveau entité parce qu'il y a des besoins locaux, etc. Et derrière, je vais prendre que ce qui m'intéresse dans les data warehouse locaux. Et éventuellement, je vais agréger pour avoir une vision agrégée parce que je n'ai pas besoin d'avoir forcément d'avoir tous les niveaux de détail dans le local. Et je vais garder que ce qui m'intéresse au niveau du data warehouse group et du groupe data mart. Dans les deux implémentations, celle-là est vachement compliquée à mettre en place, parce que ça veut dire qu'au niveau des local data warehouse, que tout le monde s'aligne sur la méthode de modélisation, sur les standards de nommage, etc., pour que l'interopérabilité se passe bien. Et surtout, si vous avez des entités qui ont exactement les mêmes applications, il faut que le data warehouse, idéalement, ait exactement la même structure ensemble. Parce que si je veux facilement, entre guillemets, ajouter mixer mes données de plusieurs applications similaires de différentes entités locales, il faut que j'ai la même modélisation à la fin. Donc c'est pour ça que j'ai dit aggregated vault, parce que le vault, le data vault, dans cette configuration-là, c'est pas mal parce que comme c'est très normé, ça permet d'être assez plus facilement géré. Ce choix-là, il est fait pour des considérations politiques en général. Alors, il peut y avoir deux choix, enfin deux raisons. La première raison, c'est potentiellement, il y a déjà un référence local et qu'il y a des besoins locaux qui sont servis, etc. S'il y a déjà un local historique, entre guillemets, et plusieurs locaux historiques, le truc, c'est que si on veut les garder en l'état, c'est compliqué. Donc, il faut qu'il soit une harmonisation, c'est-à-dire un rework local d'avoir ce locaux qui fonctionnait déjà. C'est un peu de mal à passer. Quand on a, par chance, entre guillemets, du data vault, ok, moins de problème. Mais ça, c'est un autre sujet. Par contre,
s'il n'y a pas de data warehouse local, ça peut être aussi une façon de laisser encore plus d'autonomie pour le local. Donc, moi, celle que j'ai le plus implémentée, c'est celle-là, hein, c'est moi computative. Et sur cette data warehouse group, on n'a potentiellement pas forcément tout le niveau de détail. Parce que si on. L'intérêt de Mesh, c'est d'éviter la duplication de données. À la fin, c'est d'être un peu plus green, finalement. Parce que la data, on est toujours là. Lui, la propension à essayer de concentrer ma donnée pour l'exploiter au maximum. Et dans ces cas-là, si on groupe tout le niveau de détail qu'on avait en local en central, notamment, on a juste l'économie d'un data lake. Donc là, l'intérêt sur le data warehouse, c'est potentiellement pouvoir travailler sur un niveau agrégé. Parce qu'on se dit que le niveau de détail, certains niveaux de détail, j'en ai pas besoin de ça. Et par ça, c'est toujours entre guillemets, c'est s'occuper de la possibilité de faire sa analyse en centrale sur la BI analytique, on va dire, traditionnelle, mais qui sera toujours possible, puisqu'on aura finalement un data lake virtuel, sur toute la data science, ce qui primera. Ah, ça, c'est le récap. Ouais, ça, un petit récap. Un petit récap. Il est 17h10 presque. Et on a 10 minutes de questions-réponses, si vous voulez. Ouais. Vous avez écouté. Ah, pardon. C'est sûr. Ouais. Non, c'est pas mal, c'est une de l'application, c'est un UDS. En fait, ce qu'on va pouvoir faire sur les données opérationnelles, c'est quoi c'est qu'on va pouvoir faire de la BI opérationnelle classique. Pour ça, je suis demandé, je sais pas, local BI, il n'y a pas d'analytique. C'est vraiment, sur cette partie-là, c'est que la local BI. C'est de la partie d'opération. Pas d'analytique. Bon. On peut encore faire la datation, parce qu'on a le bruit, mais on va pas les tout. La différence entre guillemets de service qu'on apporte en local. Alors, en local, en se disant, si je reste sur du local BI, là, je reste sur du reporting classique, opérationnel, et que mes utilisateurs n'ont pas forcément besoin d'aller plus loin. Après, je peux faire évoluer les pratiques en allant là, dans un deuxième temps, si nécessaire. Alors, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que j'essaie de le faire, notamment, je pense au rachat par exemple de vidéos par SAP, etc., Crystal Report, différents BD dans plusieurs applications, etc. Donc, qui derrière le reporting opérationnel a toujours existé. Ce reporting opérationnel, soit il est embarqué dans l'outil, soit il est fait dans un outil tiers, si entre guillemets le RP de l'application ne satisfait pas entre guillemets sur ce sujet-là. Donc, la BI opérationnelle, elle vient compléter ce que fait mal. Après, en complément, le transactionnel, les ERP, par exemple, ça a vocation justement de faire du transactionnel toute la journée, d'avoir des enrichissements assez unitaires, ou des upserts, enfin bref, toute la journée. Le niveau de ressources, ces outils-là sont faits pour que justement la ressource puisse scaler pour répondre à des attentes de multiples utilisateurs tout au long d'une journée, par exemple, de travail. Souvent, la logique, et depuis quand même pas mal de décennies, c'est de recopier, entre guillemets, de migrer ces données quotidiennes, soit en temps réel, soit tous les soirs, toutes les nuits, soit toutes les semaines, tous les mois, ça dépend des métiers qu'on peut avoir, voilà, vers une plateforme data, de plus en plus vers le cloud, évidemment, pour pouvoir croiser ces données. La proposition de valeur, elle est souvent liée à des données qui viennent de l'extérieur de l'entreprise. Quelle que soit l'entreprise, le mammouth duquel on peut parler, la proposition de valeur qui est amenée par les croisements de données, que ce soit au niveau BI et encore plus avec maintenant le ML, l'IA, etc., c'est par des croisements de données avec des données extérieures à l'entreprise, soit de leurs partenaires, soit de leurs clients via smartphone ou ce genre de choses. Et donc, du coup,
entre le niveau de ressources de ces outils transactionnels type ERP et les besoins assez big data d'analyse croisée des données, y compris de données externes, eh bien, c'est logique qu'on sépare tout ce qui concerne le quotidien, le transactionnel, de l'analyse massive. Voilà. Mais cependant, cependant, il existe maintenant des solutions qui sont branchées verticales, branchées big data, branchées plateforme data, et qui permettent du transactionnel. Donc, on va avoir l'émergence de plus en plus dans les années qui viennent d'outils qui permettent du transactionnel par des tables transientes en mémoire sur une logique d'outils qui est verticale et qui est analytique il y a machine learning. Je voulais juste rajouter un mot par rapport à cette architecture. Enfin, on peut se poser la question, mais c'est quoi la différence par rapport à un data lake classique? Les notions proposées par le data mesh, enfin, délègue tout ce qui est accountability, la responsabilité de la qualité de données, le fait qu'il soit propre et mettre sur ces valeurs-là sont tout simplement le niveau opérationnel et les différents domaines où ça fait énormément évoluer les choses. Une question. Merci pour la présentation. Ma question, elle serait sur le côté valeur qui est derrière tout ça. En fait, à quel moment on va métier, c'est de dire pourquoi on fait ça plutôt qu'on part mal. Est-ce que vous avez un peu identifié par rapport au cas d'usage que je veux faire, parce que c'est comme ça la dans quel cas il faut que j'y aille, dans quel cas il ne faut pas que j'y aille. Alors, j'aurais tendance à dire que ça va être beaucoup plus dans les zones d'entreprise. L'idée, c'est souvent qu'on a plusieurs équipes data, idéalement, qui règlent ces trucs. Quand on a plusieurs équipes data, c'est entre nous, ça se justifie plus facilement de partir sur un data mesh, parce qu'on a déjà entre guillemets soit plusieurs entités qui travaillent ensemble, et faciliter entre guillemets la connexion et l'interopérabilité des données au sein de différentes. Alors, on peut imaginer plein de choses. Ça peut être dans une fusion, dans des fusions, il y a des entreprises qui fait. Ça peut être dans plusieurs métiers différents qui veulent coexister, qui veulent travailler ensemble, qui ont déjà des data. Je prends des exemples, par exemple, les départements artistiques ont un pouvoir d'achat sur la partie data, qui travaillent et qui ont une équipe data finalement chez eux. Donc, il y a plein de cas. Et ça peut être aussi une entreprise qui a énormément d'entités différentes, qui veut, entre guillemets, massifier et avoir une certaine congruence de ces data et de réussir à faire en sorte que ça le coûte le moins possible. Parce qu'en mettant ça en place, finalement, l'objectif aussi derrière, c'est d'un coup de réduire les coûts. Parce qu'on va réduire à la fois la duplication de données et à la fois, on va essayer de faire porter en local plus de responsabilités et plus facilement, entre guillemets, récupérer la donnée, sa valeur et pouvoir derrière l'exploiter le plus rapidement possible. Parce que l'idée derrière, c'est pas toujours le time to market. C'est d'essayer d'aller plus rapidement. En complément de ce que tu dis, Yann, pour répondre à votre question, selon l'origine, enfin les cœurs de métier des différentes entreprises, un indicateur très factuel, parce que c'est ça que vous vouliez savoir quand est-ce qu'on y va et quand on y va et pourquoi. L'indicateur factuel, souvent, c'est quand un ensemble d'unités métiers ont réussi à accéder à des données et se sont mis à développer des expérimentations qu'ils veulent ensuite industrialiser. Donc, du coup, on se retrouve avec une DSI ou un service data qui dit « Mais attendez, moi, c'est de l'expérience, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas compatibles, il faut industrialiser le processus. » Après, il y a des gens qui ont essayé de faire ça, d'industrialiser, sauf qu'on se retrouve à avoir des couches technologiques qui sont utilisées et qui sont normalement faites pour être efficaces, faire des traitements distribués rapides, et qui se retrouvent avec soit de la dette technique au niveau du code, qui fait qu'on fait des boucles à des endroits où il ne faut pas en faire, et on fait des traitements bien plus que si ça avait été pensé dans une logique data mesh. Aujourd'hui, c'est clair pour tout le monde, le stockage, ça ne coûte pas grand-chose, le compute, ça coûte pas mal, et c'est une organisation justement bien établie au niveau technologique du parc, de la stack technique, qui permet d'amener cette réorganisation et une meilleure communication, lisibilité de data dont les responsables, les producteurs de la data sont responsables de l'écosystème autour de la data, cette fonction qu'on a vue tout à l'heure entre la donnée, le métadonnée, l'infrastructure, etc.
Et du coup, eh bien, on a des équipes d'expérimentateurs comme des équipes métiers qui peuvent, merci Laurence, des équipes d'expérimentateurs comme des équipes métiers qui peuvent avoir un accès justement à ces domaines et à ce data produit et rendre le cercle vertueux, le time to market beaucoup plus rapide et surtout des économies de FinOps phénoménaux parce que là, on peut monitorer à peu près tout, enfin tout même. Et du coup, on peut tout de suite avoir des logiques d'entreprise amenées par les décideurs qui permettent de faire des trucs super plus vite et super moins cher, grâce à cette lisibilité aussi. Donc, quand est-ce qu'on commence? J'ai envie de dire, quand ça fait de la flotte de laine, quand on a des coûts de traitement gigantesques et quand on a des équipes qui se balancent le ballon à chaque fois en disant, t'avais qu'à le faire toi, moi j'ai besoin de ça, c'est pas prêt. Ensuite, le produit fini que tu me donnes, il n'est pas fini, il faut le refactorer. Enfin voilà, c'est quand ça commence à fumer, en général, excusez-moi l'expression, qu'il faut avoir une pensée d'organisation. Pourquoi pas inspirer du data mesh qui permet beaucoup de bénéfices. Quand elle est bien organisée, c'est un projet qui prend du temps. Hein. Ouais, je voulais juste rajouter un point, excusez-moi, par rapport à ce sujet, à cette question. En fait, il y a différentes pensées, différentes, on va dire, visions. Mais, OK, moi, je n'ai pas fait de data mesh, j'ai mon data warehouse à la in-one ou Kiboot, et tout va bien. Si tout va bien, on ne change pas. Quand on est gagnant, on continue, on essaie vraiment de réduire la dette, de s'améliorer, l'amélioration continue, les revues croisées, ça marche très bien, peu importe l'architecture. Sur des sujets from scratch, il faut vraiment voir le data mesh, parce que sa priorité, c'est pour des entreprises at scale, qui sont vraiment à l'échelle, qui ont vraiment besoin. Parce que la décision, ça prend, hop, ça se rallonge en plus pour passer d'un niveau à un autre, ce qui fait que avec la gestion fédérée, ça rend la chose beaucoup plus simple et beaucoup plus évidente. Oui, j'avais une question, plus particulièrement sur la présentation d'un brique à livre et ce que vous d'expérience, comment ça s'est passé en termes d'outillage, en termes d'effectifs pour faire le livre, et en termes d'effectifs à faire pour un plus. Alors, sur les deux expériences, la première expérience, c'est parti sur AWS, c'était sur un bout Data Catalog, sur lequel ils ont développé une surcouche pour exposer le Data Catalog le métier et avec un système d'administration qui est mis en place. Alors, ça a été fait avec ProServe, donc Visual Services d'AWS. Ça devrait être, dans la nouvelle version de Loop qui devrait être annoncée à Inman. Ça a été fait en collaboration avec certains. Et vous avez eu des habilitations qui étaient activées par les data owners, par le métier, en fait, par les data owners, parce que et derrière, avec toute la problématique de RGPD, etc., sur la l'immunisation. Il y a des data masking. et des exploitants. Alors, oui, parce que, en fait, la partie post-portail, parce qu'il n'y a pas de modification de structure, il y a juste la possibilité que le compte relié à AWS ou un autre, le contenu d'un autre compte AWS. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une création d'habilitation. Alors, il n'y a pas jusqu'à l'automatisation de tout ça. Ça a envoyé un ticket. Maintenant, ce côté IT au COE, c'est l'excellence cloud, qui créait, qui mettait l'habilitation sur les deux comptes, donc il y avait une information. C'est pas aidé. C'est pas aidé. Pas aidé. Non, le cycle d'approbation était quand même à 3 niveaux, parce que on était sur une grosse entreprise, 2200 sociétés, etc. Donc, ça prenait un peu de temps. Après, la deuxième implémentation, pour cette partie de l'effectif, pour construire, en fait, pour la analyse de data catalogue, de la gestion, tout ça, il y a beaucoup de monde qui va travailler. Après, il y a les métiers qui doivent contribuer aussi. En fait, ça a été assez long, parce que 2200 entités, c'est bien 10 000 personnes, 10 000 personnes ont été formées, mais quand même. Derrière, il y a eu, je pense, quasiment un an de projet avec la data group, donc au moins 15 ou 20 personnes. Pouvoir à la fois faire la partie centrale, pouvoir commencer à faire les specs pour la partie technique, ou pas la partie développement du portail spécifique qui a été développé. Et toute la partie organisationnelle et mise en place de l'organisation dans les différentes entités et éventuellement.
La deuxième partie, c'est partie sur Pure. La partie Microsoft, qu'ils ont eux aussi customisé, parce que le produit actuel que fournissent les cloud providers ne permettent pas de gérer entre guillemets facilement, massivement la tâche. C'est pas possible. Aussi, donc, ça, c'est un autre sujet, c'est un débat. Il y a plus ou moins de maturité en fonction du cloud provider. Question. Merci pour la présentation. C'était super intéressant. Sur les deux projets que vous avez menés, vous avez implémenté le data mesh sur les 2 et 3 ans. Si je me souviens, au début, vous avez parlé que le data mesh c'était plutôt 2021. Est-ce que vous avez été un peu précurseur et vous avez commencé les projets avant que ce soit officiellement théorisé, ou est-ce que les projets sont toujours en cours? Les projets sont toujours ça fonctionne, on va dire maintenant. C'est bien les clients qui ont commencé à travailler là-dessus et entre lesquels je suis intervenu, ils n'ont pas appelé ça data mesh, mais au final, c'est du data mesh. Donc vous êtes basé sur pas de ouvrage ou quoi? Non, dans ces cas-là, on peut se mettre en avançant. Hein. Du bon sens. Voilà. Du bon sens. En fonction de... Ça fait 23 ans que je fais de la data, un peu d'historique, on va dire, et j'enseigne le data management à EPITA, j'ai quand même une certaine connaissance, etc. Ça me permet aussi de prendre du recul. Et quand j'ai vu les principes des data mesh que j'ai proposé, c'est ce qu'on a finalement fait, mais entre guillemets, notre sauce, entre guillemets, parce qu'on n'a pas respecté exactement tous ces commandements. Eh bien, on les avait pas avec on l'a fait avant, on a fait avec ce qu'on avait. Et derrière, en fait, maintenant, on sait que c'est faisable, parce que je l'ai vu, et implémenté. Alors, pas exactement de la même façon qu'elle, mais proche. Et au final, ce que je vous disais pendant la présentation, c'est que le déclencheur, c'est cette technologie cloud qui permet de virtualiser ces accès, qui nous permettent d'avoir un vue global sur les groupes. C'est ça qui a déclenché. Parce que tout de suite, entre guillemets, les architectes d'entreprise, ils ont vu que là, il y avait entre guillemets un coup à gagner. Parce que ça permettait d'éviter de la duplication de données, c'est ça. Une question pour les entreprises de moyenne dimension, où les data est très vite. Comment est-ce qu'on peut justifier auprès d'entreprises d'embaucher, on dire, des data managers de chaque domaine? Et est-ce que c'est une ressource qui peut être éventuellement partagée, mais pas forcément déterminée? J'ai plusieurs réponses. La première réponse, c'est effectivement, on peut mutualiser. Si les domaines, mais la personne arrive à comprendre fonctionnellement les différents domaines correctement. La deuxième solution aussi, c'est de faire monter des utilisateurs clés qui sont un peu techniques en tant que data manager. Et après, ça suppose qu'il y ait des métiers qui ont envie de s'impliquer dans la partie un peu technique. Donc, il y a les deux cas. Moi, je vais un peu plus loin avec toi, Yann. Moi, je pense que c'est, vu ce que vous avez expliqué comme situation, c'est une obligation des différents chefs métiers de cette entreprise de taille moyenne de se pencher justement vers le produit et le domaine de data qu'ils doivent fournir en service pour amener les propositions de valeur qui sont demandées par les décideurs, la doc de l'entreprise. Mais en fait, c'est ça. Il y a la stratégie d'entreprise, cette stratégie data en dessous. Et donc, les chefs des différentes unités, faut arriver à les faire comprendre que soit eux, soit un utilisateur clé, comme tu dis, assez branché technique de l'entreprise, doit porter cette responsabilité du data domaine et du data produit pour justement accélérer le time to market, pouvoir avoir plus de souplesse, de flexibilité dans les croisements et les analyses et les réponses qu'ils vont pouvoir amener par la donnée dans leur stratégie d'entreprise. Si c'est juste un truc BI lointain, c'est pas forcément nécessaire. Si c'est vraiment quelque chose qui nécessite, c'est dans 90% des cas, hein, facilement, qui nécessite justement d'aller vers une différenciation de l'entreprise, oui, là c'est important que ces gens-là prennent le truc avant de leur demander d'embaucher 4, 5 ou 10 personnes, où là tout de suite c'est une autre bannière. C'est ça, ouais, non mais ça c'est justement le data mesh le permet, l'accélération de la culturation. J'ajoute un mot juste par excuse-moi. Non, c'est moi. Mais si la grande question, en fait, data mesh, c'est pas take it or leave. Ça se prend pas ensemble. Si ça arrive, ok, tant mieux pour vous, pour votre entreprise. Si c'est pas le cas, il y a des valeurs vraiment à prendre en considération. Et tant qu'il y a de l'humain dedans, il y a des difficultés, c'est normal. Après, la question qui se pose, c'est
quoi la valeur ajoutée si je passe cette approche? Si j'ai des problèmes de ressources, par exemple, on peut dire, voilà, un PO simple, s'il a l'envie et une compréhension de la data, il pourra jouer ce rôle. Et après, est-ce que, avant des domaines bien définis, bien clairs, fonctionner les métiers qui sont là ou pas? Donc, la grande question et le grand challenge, c'est le fait de définir les limites des domaines. Après, en termes de, on va dire, maturité, on peut tout simplement avoir un data engineer par équipe sur un modèle, sur un domaine. On n'est pas obligé d'avoir une équipe. L'idée, c'est vraiment d'abandonner cette notion d'avoir une équipe spécialisée data et de les intégrer au sein des domaines pour qu'ils soient le plus proche possible des fonctionnels, des experts métiers pour avoir cette valeur ajoutée et travailler ensemble pour livrer un produit qui a de la valeur. Et l'autre terme, c'est souvent avoir entre guillemets un data ingénieur, des analystes, qui soit avec dans chaque domaine, ou qui interviennent de façon ponctuelle sur le domaine. J'ai déjà vu mettre ça en place avec des en place, on fait des journées où un data ingénieur va dans le service métier pour répondre à des besoins. Avec un système, on se met un truc de work in progress, on se met ensemble une journée, on se bloque le temps et on avance sur ça, sur les pain points, et on essaie derrière d'arriver à faire quelque chose et d'avancer en fait cette attaque qui va avoir un de mettre. Puis, dernier point en complément, c'est qu'il existe de plus en plus de solutions qui permettent justement aux ETI ou aux entreprises qui ne sont pas dans des grosses tailles d'avoir beaucoup plus de facilité à amener de la lisibilité de la donnée à tous les utilisateurs de l'entreprise et même des accès, même des développements de dashboard, voire plus. Donc, actuellement, avec les progrès de la technologie, on voit sortir des outils cloud native essentiellement qui permettent justement, et d'autant plus sur les ETI ou les entreprises de taille moyenne, d'avoir des possibilités de répondre à des défis d'entreprise différenciants et forts sans forcément tout de suite avoir embauché plein de gens et développer une stack technique, avoir des ESN pour développer tout ce qu'on veut développer, etc. Il y a des moyens de plus en plus à disposition pour permettre ça, et d'autant plus pour les entreprises de taille moyenne. Je ne vais pas la nommer la solution, mais on en parlera après, enfin, ou les solutions, on en parlera après si vous voulez, mais… Clairement, les technologies permettent, entre guillemets, je me suis bien aimé l'analogie. C'est-à-dire que maintenant, avec le stack cloud, quasiment une ETI, une entreprise de taille moyenne, a exactement la même stack technologique quasiment qu'une grande entreprise de CAC 40 va payer en fonction de son usage. Donc finalement, on va avoir moins d'écart entre technologiques entre les petites et les grandes entreprises qui travaillent sur le code public, parce qu'au final, les stacks techniques, elles sont développées pour tous, et chacun peut en bénéficier à sa hauteur. Et derrière, les entreprises qui vont pouvoir proposer des paquets, des systèmes packagés, etc. On travaille actuellement sur les différentes plateformes cloud. Ça permet tout de suite d'avoir, entre guillemets, une plateforme utilisable. Avec l'avantage d'une conduite au changement plus facile, vu le volume des effectifs. Si l'identité de l'entreprise est bien lancée, bien communiquée, c'est d'autant plus simple. Un dernier point, si je me permets, parce que c'est important cette intervention. Après, ça fait bien de ne pas chercher des personnes et des rôles, plutôt avoir la vision, des standards. Je ne suis pas un responsable data quality. Si ça ne marche pas, c'est une politique data quality qui est commune, qui est bien claire pour l'ensemble des équipes des domaines et connaissez à chaque fois vraiment d'appliquer pour aller fluidifier les choses. Pas des personnes, c'est vraiment des notions ou des valeurs partagées. Juste pour rebondir à ce que tu dis sur est-ce que dans cette étude, il y a quand même une personne qui sont dans une direction, c'est la direction qui va quand même avoir une value globale sur comment ça chancer. C'est la gouvernance fédérée, en fait. C'est cette partie-là. Après, comment on comprend ces notions. L'idée, c'est d'avoir une équipe qui ressemble
un ensemble d'élus de domaine qui vont, eux, en fonction de ce qui est mis en place et de ce qui a été remonté par les domaines, vont mettre en avant et prioriser des politiques, soit sur la sécurité, la qualité, etc. L'idée, c'est de ne pas avoir une personne ou quelqu'un, un rôle, d'avoir une vision. Alors, il y a dans la gouvernance fédérée cette notion qui va permettre tout simplement d'avoir ces idées claires et qui vont vraiment s'assurer que ça soit bien compris. 17h30, hein, je pense que... Merci à vous. Je ne sais pas. Attends, je vais débrancher le truc. Voilà. C'est une catastrophe. Ah, voilà. Enregistrement aussi. Merci à vous. Au revoir. Merci.